Fait qu'on va débuter avec les tables 1, 14, 15 et 28, jusqu'à temps que la vague rebondit sur l'autre bout de la pièce et revient aux tables de départ. Fait qu'à 1, 2, 3, je compte sur vous là, la vague, 1, 2, 3. Le matin, ma matane brasse un petit peu plus que ça. Habituellement, quand la marée, là, ça brasse à matane. Mais à la fin, ça semblait très bien. Alors, effectivement, après cette belle vague, c'est bien, on va parler d'une autre vague, la vague de la générosité et surtout notre campagne de générosité de la BMO. Afin de nous démontrer que chaque geste est important, j'inviterai M. Patrick Mathébé et son équipe porte-parole d'Alphabem, soit l'association lavalloise des parents et amis pour le bien-être mental, à venir nous sensibiliser davantage et nous informer avec son association avec Entraide. Donc, une très bonne main d'applaudissements pour M. Patrick Mathébé. Très honoré d'être le premier interlocuteur à venir vous parler après ce dîner. Je pense que du monde se sont noyés ici dans la vague pendant la vague, donc peut-être un petit peu trop de poids pendant le repas. Je suis content de signer à la BMO parce que, je vais vous montrer quelque chose, ça c'était pas prévu quand on était invité, mais voici ma carte de guichet personnelle. Voici ma carte de compagnie. La semaine prochaine, on va à CBC, je ne pourrais pas faire la même chose, à moins que j'aille m'ouvrir un compte précipité. Donc, merci de me laisser la chance de me parler de notre organisation, comment Centraide nous finance et qu'est-ce qu'on va faire avec ces sous-là. Moi, aujourd'hui, je m'en viens vous remonter le moral un petit peu. Je vais venir vous parler de maladie mentale. Quand moi, je parle de maladie mentale, à quoi ça vous fait penser? C'est quoi les maladies qui vous viennent en tête? Schizophrénie, entendu dépression, burn-out, troubles d'anxiété, on a des troubles de la personnalité limite, on a des troubles alimentaires. Donc, nous, en fait, on travaille en santé mentale. On travaille en maladie mentale, on travaille avec les proches qui ont une personne atteinte de maladie mentale dans leur entourage. On travaille avec les parents qui ont un enfant avec une maladie mentale, on travaille avec les conjoints. On travaille avec aussi les enfants qui ont un papa et une maman atteinte de maladie mentale. On travaille aussi avec les amis, les collègues de travail, on va donner de la formation d'entreprise, tout ça. Aujourd'hui, c'est la première fois que je fais ça, mais j'ai invité des gens qui utilisent des services à l'Alphabem pour voir à quoi ça ressemble une famille qui a une proche atteinte de maladie mentale. Voyez-vous, vous pouvez vous le reconnaître. Ça pourrait être vous qui serez en avant en ce moment pour venir parler, pour venir représenter les familles. Parce que quand on parle de maladie mentale, on dit que c'est une personne sur 5 qui un jour ou l'autre va être touchée par la maladie mentale. Donc, quelqu'un qui va souffrir d'une problématique de santé mentale. Mais quand on parle de maladie mentale aussi, ça touche les 4 autres. Parce qu'on est tous touchés, on est tous le proche de quelqu'un. Si je vous pose la question, bien ouverte, combien de personnes parmi vous ont déjà côtoyé une personne atteinte de maladie mentale dans sa vie? Tout le monde. J'espère que vous avez levé la main, non? Parce que ça ne marche pas. Donc, nous, tous nos services sont orientés pour les proches. Vous savez, dans les services de la santé, la majorité des services sont pour les personnes malades, les CLSC, les hôpitaux, les psychologues, mais les proches, souvent, sont oubliés là-dedans, les proches s'oublient les autres problèmes. Je vais vous montrer par quelques diapositives, je vais dire acétates, mais c'est quoi les acétates? Vous allez voir, c'est assez... on est loin des acétates. Comment, quel genre de témoignage qu'on reçoit? Courriel qu'on a reçu 14 novembre. Mon conjoint est triste, vit de l'anxiété dans différentes situations, son estime de soi est au niveau assez bas. Il me dit souvent que je serais mieux s'il disparaissait. C'est comme ça depuis 2 ans. Les jours, c'est OK, mais ça revient toujours. Je lui propose de consulter, mais il refuse. Je voudrais l'aider, je ne sais plus quoi faire. Ça, c'est un exemple.
d'une famille qui est rentrée en contact, nous a fait une demande d'aide par courriel. Autre exemple, un peu plus qui vient du 8 novembre, je viens tout juste de visiter votre site Internet, je crois que j'aurais besoin d'aide, besoin de parler à des gens qui pourraient me comprendre et m'écouter à ce sujet. D'un de leurs proches qui est aux prises avec une maladie mentale. Je croyais jusqu'ici que je pouvais y arriver seul, mais je me rends compte à quel point c'est difficile d'être seul, sans soutien d'une personne, dans le soutien d'une personne atteinte d'une maladie mentale. Je ne sais pas par où commencer. Ça, c'est des témoignages qu'on entend aussi souvent, parce que les gens, au départ, ils essayent, puis finalement, ce qu'ils faisaient, ce qui marche avec des gens pas atteints de maladie mentale, avec des amis, quand il y a un problème, ça ne fonctionne plus avec leurs proches qui est atteint de maladie mentale. Donc, il faut trouver de nouvelles solutions. Donc, c'est un exemple de demande qu'on a eu. Un autre peu plus tard, j'ai 60 ans, mon fils est TPL, j'aurais aimé ça vous connaître votre ressource il y a 20 ans. Souvent, c'est un peu triste quand on voit ça parce que les gens nous découvrent dans des événements comme ça, quand on fait des apparitions un peu plus publiques. Il y a des gens qui réalisent qu'ils sont touchés et qui n'ont pas osé aller chercher de l'aide, et qu'à ce moment-là, ils ne se sentaient pas prêts. Puis quand ils nous découvrent, ben, ils disent merde, j'aurais dû aller chercher de l'aide, j'aurais aimé ça vous connaître avant. Donc, un peu le message aujourd'hui, c'est que si vous êtes touché, vous connaissez des gens qui sont touchés. Ben, c'est à vous à propager cette nouvelle-là, à dire qu'il existe des organismes pour les proches. D'ailleurs, on a mis sur vos tables un encart, sa maladie mentale va me rendre fou. Parce que ça résume bien comment les proches se sentent à un certain moment donné. Eux-mêmes, ils ont l'impression de devenir fous à force d'accompagner un proche malade. Puis les plus chanceux, vous allez avoir les 40 délits gratis. Battez-vous. Je vais juste revenir en arrière. L'autre chose qui est importante, c'est que nous, on est un organisme de Laval. Donc, on descend avec pas à Laval. C'est sûr que des fois, on a des gens de l'extérieur qui viennent nous demander de l'aide. Mais sachez qu'il existe une quarantaine d'organismes comme l'Alpadem partout au Québec. Donc, à ce moment-là, si vous dites, hey, moi, j'ai une matante au Saguenay de son fils, il y a des hallucinations, bien, il y a un site qui s'appelle avantcraquer.com. Puis à ce moment-là, les gens, en allant là-dessus, vont trouver une association de famille dans la région. Donc, n'hésitez pas, ces services-là sont gratuits, sont offerts aux proches, évidemment. Je veux aussi vous parler de quelle façon que Centraide nous aide. Nous, Centraide nous donne 83 000 par année. Et il y a une partie de ce budget-là, une bonne partie de ce budget-là qui va pour des services jeunesse. On aide beaucoup les proches, et dans la majorité des gens qu'on aide, ce sont des adultes parce que leur enfant a 18-25 ans, qui est atteint de maladie mentale, donc le parent souvent à quarantaine, cinquantaine, les conjoints aussi. Mais on aide aussi les enfants qui ont un papa ou une maman qui a une problématique de santé mentale. Puis Centraide finance à 100% cet atelier-là, qui s'appelle les ateliers d'ALNA, qui est une formation de 8 semaines pour les enfants de 6 à 13 ans qui ont dans leur entourage soit un papa ou une maman, ça peut être aussi un grand frère qui souffre d'une problématique de santé mentale. Par ce cas-là, par cet exemple-là, je vais vous montrer c'est quoi l'impact que la maladie mentale peut avoir sur un proche. Dans ce cas-ci, on parle de Sophie qui, à l'époque, avait 9 ans. Aujourd'hui, Sophie est rendue à 12 ans. Quand on parle d'impact de la maladie mentale sur les proches, vous avez dans le tableau qui est là quelques exemples. Quand on est un enfant, puis qu'on a un papa ou une maman qui souffre de maladie mentale, on va vivre un deuil, le deuil du parent idéal. Moi, mon papa, c'est peut-être pas le plus fort. Quand on va dans l'école, quand on va dans le cours d'école, quand on amène des amis, quand on va chez des amis, on se rend compte finalement que notre parent est différent. Il va aussi avoir l'inversion des rôles. Ça, c'est un peu triste parce qu'à un certain moment donné, on va avoir les enfants qui vont devenir le parent de leurs parents. Et évidemment, ça aura des répercussions un peu plus tard. Vous avez d'autres exemples ici, comme la rupture sociale, c'est sûr qu'il peut y avoir une certaine honte. Alors, les enfants n'oseront pas d'amener des amis à la maison parce que maman ou papa a des comportements un peu bizarres. Vous envoyez une série qui est là. Sophie, quand elle est arrivée à l'Alphabet il y a 2 ans, nous, quand on commence l'atelier de 8 semaines, on demande à l'enfant de faire un dessin, on donne une feuille blanche avec des pinceaux, de la peinture, puis on lui demande dessine ce que tu veux. Sophie, ce qu'elle a dessiné, c'est ce que vous voyez là. Il y a personne, peut-être qu'il y a des psychologues dans la salle, mais je n'ai pas besoin d'être un psychologue pour savoir qu'un enfant qui fait ce genre de dessin-là, ça va pas bien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants ici de 9-10 ans. Vous avez? Bon. Je ne sais pas si elle a une petite fille, mais actuellement, les petites filles, ça ne dessine pas ça. Moi, ma fille, elle a 7 ans, elle va avoir 7 ans bientôt. C'est tout fluo, il y a des filles, de la magie, c'est super coloré. On met des lunettes de soleil quand on regarde ça. Donc, dans ce cas-ci, on voit que c'est très sombre, c'est décousu, on voit qu'il y a de la détresse. Chaque enfant doit faire une pochette où il va mettre son matériel parce qu'on ne veut pas qu'il ramène ça à la maison. Donc, on va dire, fais-toi une petite pochette et dessine ce que tu veux. Sophie, elle, ce qu'elle a dessiné, vous le voyez, on voit des genres de démons sur des dragons qui vont combattre un autre dragon.
Si c'était un petit gars de 14 ans, 13 ans qui tripe sur Harry Potter, Twilight, on aurait compris, mais là, à ce moment-là, encore là, on parle d'une petite fille de 9 ans. On fait passer différents questionnaires dans la formation. Dans ce cas-ci, c'est un des premiers questionnaires qu'on fait passer à l'enfant. Est-ce que ça t'arrive, toi, de te sentir comme ça? Sophie, elle a coché 5 sur 6. J'ai une boule à la gorge, j'ai de la difficulté à dormir, je suis souvent tendu, j'ai mal au dos, au ventre et à la tête et je pleure facilement. Là, on parle encore là d'un proche. C'est pas quelqu'un qui est atteint de maladie mentale. Donc, vous voyez que l'impact que ça a sur l'enfant, puis un adulte qui irait en ce moment chez le médecin et qui se sent comme ça, sortirait probablement de là avec un diagnostic de dépression et un petit flacon de pilule. L'autre chose qui est particulière avec les enfants, on l'a vu dans l'impact, c'est qu'ils vont s'approprier la souffrance des parents. Ils vont développer aussi des schémas de pensée négatifs. Quand on demande à Sophie, comment t'expliques ça, toi, la maladie mentale de ta maman? Elle a dit, j'ai dû faire quelque chose de mal, c'est de ma faute, je me sens vraiment coupable. Donc, dans sa tête, la maladie mentale de sa maman, c'est de sa faute. Peut-être parce qu'elle n'a pas fait son lit un moment donné. Peut-être qu'elle a ramené des mauvaises notes à l'école. Peut-être parce qu'elle n'a pas écouté une consigne. Dans sa tête, c'est de sa faute si sa maman a une maladie mentale. Donc, imaginez, à 9 ans, à 8 ans, à 10 ans, tu es rendu à 14 ans, 18 ans, tu penses comme ça. Ça va faire des adultes, finalement, qui, quand ils vont avoir des événements négatifs, ils vont tout de suite s'approprier cette souffrance-là, ils vont se sentir coupables. Vous en connaissez des adultes comme ça aujourd'hui. Des fois, ça peut être dû à ce genre de situation-là. Donc, nous, ce qu'on va faire assez rapidement avec les enfants, c'est qu'on va essayer de leur donner des outils pour qu'ils réagissent sur le tir. On va dire, c'est correct d'avoir de la peine, c'est correct de se sentir coupable, mais comment tu pourrais l'exprimer différemment? Donc, on dit réajuste le tir. Donc, elle dit, je n'ai rien fait de mal que ça, il doit y avoir d'autres choses, elle ne doit pas se sentir bien. Donc, déjà là, elle reconnaît qu'elle a de la peine, elle peut avoir des éléments où elle se sent coupable, mais dans le fond, il y a quelque chose qui se passe, elle ne doit pas se sentir bien. Puis nous, notre travail, c'est justement d'essayer de les accompagner là-dedans, de leur expliquer c'est quoi qui se passe dans la vie de maman. Parce qu'il faut savoir, mettons qu'il n'y a personne qui a atteint une maladie mentale ici, essayer d'expliquer c'est quoi la maladie mentale à un enfant, c'est pas évident. Imaginez quand vous-même vous êtes en dépression, vous n'avez pas d'énergie, vous êtes triste, c'est encore plus difficile de l'expliquer à son enfant. Donc, c'est pour ça que souvent, ces enfants-là n'ont pas l'information. On a d'autres outils. Ici, vous avez un autre exemple. On essaie de voir chaque semaine comment se sentait l'enfant. Donc, il fait ses 3 visages. Sophie, dans ce cas-ci, était stoïque à un certain moment donné. Elle a vécu la peine, puis elle était contente à un certain moment donné. Ça, le 3e visage, on le voyait toujours quand elle venait aux ateliers d'anglais. Évidemment, quand on parle de maladie mentale aux enfants, il faut être ludique, il faut l'expliquer. On n'arrive pas avec des beaux PowerPoint, des belles présentations comme ça. Donc, on essaie de leur expliquer que finalement, la maladie mentale, c'est une maladie physique, ça se passe dans le cerveau. C'est le cerveau qui est triste. Donc, à ce moment-là, déjà, on vient aussi jouer sur une autre facette qui est problématique au niveau de la maladie mentale, c'est les tabous. Hein? Vu que ce n'est pas physiquement visible, bien, souvent, on va dire c'est un lâche, il est paresseux, tout ça. Déjà, à cet âge-là, on vient leur dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu ne le vois peut-être pas, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Un autre outil qu'on utilise, c'est la roue des sentiments, parce que quand on l'a vu dans l'exemple, on voyait que chez Sophie, la culpabilité, c'était peut-être un élément qui était super important chez elle. C'était difficile de savoir s'il fallait travailler là-dessus ou pas. Donc, on fait ça, c'est 2 schémas qui sont un à côté de l'autre. D'un côté, vous avez les sentiments qui sont vécus, donc la déception, le stress, la panique, la personne qui se sent responsable. On vient dire dans la roue, viens marquer quelle importance ça occupe chez toi. Donc, par rapport à la culpabilité, c'est le petit morceau de tape bras. On voit finalement que c'est peut-être pas nécessairement ça qui est problématique chez Sophie. Elle, c'est le stress. Vous voyez, ça occupe pratiquement la moitié de ce schéma-là. C'est assez facilement explicable parce que quand on a un papa ou une maman qui est atteint de maladie mentale, il va arriver que dans l'éducation de l'enfant, il va avoir un peu d'incohérence. Même on peut dire beaucoup d'incohérence. Quand je parle d'incohérence, ça veut dire que quand j'arrive de l'école, je vais peut-être retrouver maman triste, je vais peut-être retrouver en colère, je vais peut-être retrouver joyeuse. Quand je fais telle action, je lance un pot de pudding au chocolat sur le beau mur blanc, des fois, il n'y aura pas de réaction. Des fois, on va peut-être partir à rire, des fois, on va peut-être vraiment en colère. Même chose quand j'arrive avec des bonnes notes à l'école, maman n'aura peut-être pas de réaction, des fois elle va être contente, des fois elle va peut-être être fâchée. Donc, ce que ça l'amène, c'est que l'enfant n'a pas de repère, a l'impression de marcher sur des œufs, puis ça l'amène beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Donc,
par ça, ça nous permet d'identifier c'est quoi qui est plus difficile chez cet enfant-là. Et ce qu'il faut savoir, nous, c'est que cet atelier-là est donné par une intervenante de l'Alphabet, mais c'est aussi donné en collaboration avec une travailleuse sociale du C3S. Donc, à ce moment-là, quand on sait qu'il y a un jeune qui a vraiment des difficultés, il peut avoir un suivi immédiat chez le psychologue ou avec les services du C3S. Terminé, le dessin de Sophie quand elle a quitté. Vous voyez déjà la différence. Il y a des zones un peu plus colorées. Il y a encore des zones de brun. Mais ça reste quand même un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est différent de ce qu'on voit peut-être chez nous, mais au moins c'est un peu plus positif. Vous avez dans votre calendrier un exemple d'activité qu'on fait. On organise des conférences. Sont disponibles sur Internet. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Vous avez le calendrier. Sinon, pour moi, ça termine ma présentation. Je vais vous montrer en quelques minutes qu'est-ce qu'on fait comme service, comment on utilise l'argent central. Donc, si vous êtes intéressé, on a un compte Twitter, Facebook. N'hésitez pas à partager cette information-là. Merci de votre attention. Bonne fin de journée. Merci.